Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. On est hyper content avec Victor de vous accueillir. Victor, je vais commencer par te remercier d'être là. Bonjour à tous, merci à toi Annabelle pour cette invitation. Je veux bien, bon, très bien, vous faites déjà automatiquement en utilisant ce chat, mais je veux bien que vous commenciez par me confirmer que vous m'entendez bien. Bon, il y a Nathan et Yanis qui commençaient à nous dire bonjour, donc je pense que c'est good. Et que vous me confirmiez aussi que vous voyez bien pour l'instant mon écran. Bon, l'échange ne sera pas sous forme de slide, mais au moins je sais qu'au début vous voyez bien. Ok, Julien, coucou, Céline. Trop bien, parfait. Alors, on va passer 45 minutes ensemble pour parler de ce sujet que vous voyez remis à l'écran, qui du coup va répondre à cette question, comment le mindset grosse peut faire décoller ton business. Donc, vous voyez, c'est assez explicite. L'idée, c'est d'explorer un petit peu ces deux mondes qui peuvent s'entrecroiser, que sont du coup le monde du gros et le monde de l'entrepreneuriat. Vous le savez, si vous êtes familier non seulement avec Lyon, mais aussi avec les Lion Lunch, l'idée de ces moments-là, c'est de pouvoir avoir accès à des histoires de vie, à des parcours, pour que vous puissiez, vous, en fait, vous imaginer un petit peu plus clairement, là, en l'occurrence, comment est-ce que l'entrepreneuriat peut être fait avec un mindset gros, et surtout, qu'est-ce qu'on entend par mindset grosse. Je trouvais ça assez intéressant, avant de passer par un certain nombre de petites présentations et rentrer dans le vif du sujet, de reprendre, Victor, la présentation que toi, tu as fait de ton parcours, justement pour parler de ce webinar. Peut-être que vous l'avez vu et que d'ailleurs vous vous êtes inscrit à ce webinar justement parce que vous avez vu la présentation de Victor, mais je la trouve assez explicite, donc je vais vous la lire. Donc c'est sur LinkedIn. Imagine un peu, tu dois liquider ta boulangerie 6 mois après avoir vendu ton pain à l'Élysée. Tu plaques tout pour devenir digital nomade à Bali et gères une marque outdoor pour les mordus de pêche et deviens grosse part-time dans une boîte qui livre des poissons et crustacés à domicile. Ça te semble fou? Eh bien, c'est mon parcours. Et c'est justement ce qu'on va essayer de démêler tous ensemble. On va creuser, vous allez voir, dans toutes ces différentes expériences avec l'idée, c'est quand même de répondre à notre problématique qui est celle de comprendre un petit peu les croisements entre ces deux mondes, l'entrepreneuriat et grosse, qui sont, vous allez voir, des mondes que connaît super bien Victor. Oui, c'est énorme, effectivement, Emmanuel. Juste pour revenir un petit peu assez rapidement sur des présentations, vous me direz d'ailleurs si vous êtes déjà, si vous connaissiez déjà Lyon avant de venir à ce webinar. Lyon, c'est une école qui décrypte les nouvelles façons de faire, de s'organiser, de travailler, les nouvelles compétences, les nouveaux métiers et comment, en fait, finalement, sous le même modèle qu'on est en train de vivre là avec Victor, en faisant intervenir soit pendant des événements, webinars, ou en présentiel, soit pendant des formations, des intervenantes qui sont pas seulement des profs pour vous le temps d'une heure, 3 heures, une session, mais qui sont des expertes terrain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que c'est des personnes qui, face à vous, sont là évidemment pour vous parler théorie, de décortiquer des connaissances, enfin, de vous parler aussi de compétences très techniques, mais surtout pour vous parler de ce en quoi ils et elles croient, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils ont fait dans leur vie. L'idée, et franchement, je pense que c'est le meilleur exemple avec Victor aujourd'hui, mais c'est de vous donner un peu accès à des coulisses de vie pour que finalement vous ressortiez avec plein de tips, que vous sachiez potentiellement vers où ne pas aller, vers où aller, que vous en sortiez inspiré et que, in fine, vous sentiez aussi capable dans vos vies professionnelles. J'ai oublié, moi, mais j'avais une petite photo de moi pour m'en rappeler en plus, de me présenter. Moi, c'est Annabelle, vous le voyez du coup écrit juste en bas de ma vidéo. Et je travaille chez Lyon depuis un peu plus de 2 ans. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je sois un petit peu votre journaliste. Vous allez voir, on a imaginé un certain nombre de questions avec Victor. Mais surtout, le plus important pour moi, pour nous, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions que vous avez. Donc franchement, utilisez vraiment ce petit chat qui a tout en bas à votre droite. Je vais aller super rapidement là-dessus parce que vous allez avoir
un petit mail récap pour reprendre un petit peu tout ce qu'on fait nous chez Lyon et notamment dans le domaine du gros. Mais juste pour vous donner cette petite nouvelle qu'on commence un peu, progressivement à communiquer sur nos réseaux, c'est qu'on lance une toute nouvelle formation qui est un bootcamp en grosse / intelligence artificielle, donc grosse et IA, qui va durer 12 semaines. Bon, je vais pas reparcourir tout ce qu'on va faire pendant ces différentes semaines, mais voilà, franchement, l'idée, c'est de vous faire devenir opérationnel, ou encore plus opérationnel sur ce milieu, sur ces disciplines un peu augmentées, finalement, powered par l'intelligence artificielle. Avec Victor, on s'est dit que ce serait chouette de commencer aussi par vous connaître, vous. Vous savez qui est assez rapidement Victor, Lyon, moi. Maintenant, vous qui nous écoutez, qui êtes là pour ce webinaire, est-ce que vous êtes plutôt côté grosse? Est-ce que vous voulez être entrepreneur ou peut-être l'êtes déjà? Est-ce que vous êtes boulanger ou autre chose? Dites-nous. Peut-être qu'on a oublié des choses. Alors, il y a, donc je vous vois écrire, donc freelance en activité, ok. Et Emmanuel, du coup, donc tu étais curieux d'en savoir un petit peu plus sur le monde de l'entrepreneuriat ou au contraire plutôt du gros? Vous avez eu peut-être, je sais pas si ça se met un peu sous forme de pop-up, mais vous avez la possibilité aussi de répondre au sondage. Je vois qu'il y a 7 personnes qui ont répondu aussi sur le sondage. Donc, on a pas mal, de personnes qui sont déjà en grosse. Ok, intéressant. Je vous laisse aussi répondre directement sur le sondage. Nous, ça nous intéresse vachement de voir, et aussi moi, dans la façon dont je vais poser les questions, pour être sûr que ça soit pertinent pour vous. Ok. Emmanuel plus le gros, ma prochaine reconversion. Ok. Christelle, bonjour. Alors Christelle, si tu nous rejoins, tu peux nous dire toi ce que tu fais en ce moment, ou sinon répondre au petit sondage. Je vous laisse répondre, vous inquiétez pas, je lis au fur et à mesure. On va rentrer avec Victor dans le vif du sujet et avec une question qui est assez large. Victor, j'ai un peu mentionné toutes les casquettes. Yes. Les tiennes. Toi, comment est-ce que tu te définis? En tant qu'entrepreneur, tout simplement déjà. Je pense que c'est ma première casquette. Et après, juste la particularité de mon parcours, c'est que je suis passé un peu de la caméra au four à pain et maintenant à la canne à pêche. Donc, j'aime bien dire que j'ai un profil atypique, mais je suis pas unique en mon genre. Je pense qu'il y en a plein qui sont à la fois artisans, grosses marketeurs, etc. Mais je suis un entrepreneur en quête de sens et je cherche à avoir de l'impact, tout simplement. Et pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Je suis entre Paris et Aix-en-Provence et aujourd'hui, j'ai 3 activités. La première, c'est que je suis associé dans une boîte qui s'appelle Varec. On vend des vêtements pour les pêcheurs et on a une marque aussi de décoration de la table. La seconde, c'est que je suis gros hacker part-time dans une boîte qui s'appelle Poiscaille où on fait des livraisons de poissons et fruits de mer à domicile en direct producteur. Et la dernière, c'est en lien avec la boulangerie que j'avais montée. Je suis, on va dire, consultant pour les personnes qui sont en reconversion ou qui sont déjà installées dans une boulangerie, plutôt sur la partie business et gestion de projet. Ok. Si on s'arrête un peu justement sur là, en l'occurrence, qui a donné ton métier chez Poiscaille, en tout cas une partie de tes activités chez Poiscaille, comment est-ce que tu t'es formé sur les sujets grosses? Yes. Un peu par curiosité, tu vois, quand je remonte, je pense, vers 2016, donc il y a maintenant bien 8 ans. Quand j'étais en école, j'ai fait une école de commerce sur Lyon. Moi, l'école et moi, ça fait, enfin, tu vois, je sais plus c'est quoi l'expression, je suis un peu dyslexique, mais ça fait pas 2. Bref, j'ai redoublé 2 fois. J'ai monté une première boîte quand j'étais étudiant. Ça a été compliqué pour moi, les études. Et j'avais l'impression d'être un peu le mouton à 5 pattes, tu vois, qui veut tout faire. Finalement, tu as un couteau suisse. Le couteau suisse, ça fait tout, mais ça fait tout mal. Et à l'époque, il y a un peu, notamment insufflé par The Family, le gros hacking qui commence à apparaître.
et c'est un bon buzzword, bien putaclic. Et moi, je me dis, OK, il y a peut-être un truc à faire. Et j'avais l'impression de me reconnaître, du coup, dans la définition de ce qu'était un gros hacker à l'époque. Donc, Ok. je commence à me former, à regarder ce qui se passe. C'est beaucoup de contenu gratuit à l'époque sur YouTube. Mhm. Et puis, j'oriente, on va dire, toute ma stratégie plutôt salariée sur du gros hacking. J'ai commencé vraiment un peu comme ça, par la vibe montante qui était en France, quoi. Ouais. Et donc, si je comprends, en fait, tu t'es rendu compte que toi, les modèles assez, enfin, peut-être très cadrans Mm. de l'école ou quelque chose comme ça te permettait pas d'explorer bah, peut-être ton esprit un peu d'initiative que permettait du coup enfin, potentiellement le gros, c'est ça? C'est ça, en fait, tu as une forme d'entrepreneuriat que je retrouvais dans Mm. le gros, parce que tu es à la frontière entre plein de métiers. Ouais. Et je trouvais ça chouette, tu vois, quand t'es assez jeune, t'es un peu paumé, tu sais pas forcément ce que tu veux faire, tu te dis tu veux entreprendre. Et en fait, ce métier, ça te permet de toucher tellement de choses que tu as le droit d'avoir cette réflexion de dire je sais pas où je vais, mais au moins je peux faire plein de trucs. Ouais. Et sur la partie formation, pour être très concret, donc je commence donc à me dire ok, je suis gros hacker, j'ai cette casquette. Ça commence à avoir le vent en poupe vers 2016-2017. Mais je me dis, ça suffit pas de se définir comme gros hacker, il faut que je monte en compétences, il faut que je me forme, Ok. il faut que je structure un peu, tu vois, que j'ai de la théorie, les bons outils, le mindset, etc. Ok. Et à l'époque, je suis chez BPI France et je suis de près les contenus de The Family et de Lyon. Ouais. Et il y a la première formation de Lyon qui s'appelait Lyon Exécutive à l'époque sur le gros, qui sort. Et je me dis, OK, banco, je veux faire ça. Je la fais financer par BPI France, parce que c'est une formation du coup pour les corporates. Et en parallèle, je fais d'une pierre deux coups, je m'inscris pour Lyon du samedi. Et du coup, j'enchaîne les deux formations. Donc Ok. forcément, je tombe amoureux de l'écosystème Lyon. Et pas plus tard, enfin, quelques mois après, je claque madame de chez BPI France et je deviens du coup le premier gros en CDI chez Lyon. Ok, mais oui. Et justement, tu vois, tu parles de, ok, en fait, tu t'es rendu compte que l'univers du Mm. gros, en tout cas, ce que tu pouvais en voir en contenu gratuit, bah, c'était potentiellement quelque chose qui pouvait t'intéresser. Mais tu as parlé bah, en fait, c'était super important après d'en capter vraiment l'état d'esprit, la théorie et les outils. Mm. Qu'est-ce qui est pour toi super important à maîtriser en termes de théorie? Tu vois, même si on rentre pas dans vraiment le détail de la théorie, etc. Mm. Et tu vois, quel modèle, toi, t'ont aidé vachement à structurer ta pensée grosse? Bah, on en avait parlé un petit peu avant de préparer du coup enfin, cet entretien d'aujourd'hui. Je t'avais parlé du T-shape modèle Ouais. du gros marketeur. Je sais pas si je peux partager mon écran rapide. Ouais, carrément. T'as les accès pour faire ça. Alors, partager l'écran et je vais juste mettre donc tout l'écran. Tac, pas longtemps. Du coup, donc ça c'est une illustration de Grosse Tribe. Je pense qu'ils doivent encore exister aujourd'hui, qui à l'époque était pas mal influent sur les premières formations de grosses marketeurs. Et en fait, l'idée, c'est juste de dire que le gros hacker, le gros marketeur, il y a énormément de sujets sur lesquels tu te positionnes. Ouais. Là, il y a une partie des sujets dont un gros hacker devrait maîtriser. Après, maîtriser, ça ne veut pas forcément dire être expert sur toutes ces thématiques. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que toi, après, tu déplaces les curseurs, tu vois, de là, en fonction de là où tu pensais de bon. Là, en l'occurrence, tu vois, il te met genre le cycle de vie marketing, le content marketing. Mhm. En fait, quand tu prends connaissance de ça, ça te donne un peu une feuille de route. Quand tu dis je veux être gros hacker, tu dis ok, Mhm. genre c'est balèze. Dans l'idée, il faut que tu puisses être bon sur tous les sujets. Ok. Je pense que ça peut mettre bien, allez, je dirais 3-4 ans avant de pouvoir dire que tu as touché à tout. Parce que de passer, je sais pas, des relations presse aux ads, je sais pas, au SEO, tu peux pas faire ça en 6 mois, sauf si tu montes ta boîte. Mhm. Et donc moi, aujourd'hui, on va dire que je suis plutôt spécialisé sur tout ce qui va être création de contenu, le branding, toutes Ok. les stratégies organiques et vidéo, qui est une passion, en fait, où c'était aussi l'histoire de ma première boîte. Donc voilà Mhm. ce que je pouvais juste te dire un peu là-dessus.
Et donc, en fait, finalement, si on comprend bien, il n'y a pas une façon d'être gros, c'est surtout pas un sujet finalement de prédilection. Tu peux soit avoir un peu cette espèce de vision 360, soit, bah, comme toi, tu vas être focus monter finalement en expertise sur certains aspects. C'est ça, du coup. En fait, ouais, aujourd'hui, je pense que c'est un peu nécessaire de monter en expertise sur certains aspects. Quand j'ai commencé en grosse, je mets vraiment l'ego de côté, mais je m'étais lancé sur Malte. Avant, ça s'appelait Upwork. Okay. Et c'était une boîte qu'on accompagnait chez BPI France. Je m'étais inscrit en mode, je m'étais dit, je vais me faire de l'argent de poche. Au final, ça a super bien marché. Et je suis devenu sur la première requête gros hacking, gros hacker sur Malte. Et là, je peux te dire que ça a été le bordel. Il y avait des leads de partout, etc. Aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel d'être gros hacker. Il y a 8 ans, on n'était pas nombreux à faire ça. Et donc, je pense que c'est comme tout. Si tu veux faire une carrière dans le gros hacking, il y a un moment, il va falloir se spécialiser pour aussi aller chercher peut-être les meilleurs projets, les meilleures boîtes, etc. Après, c'est vraiment mon point de vue. Hein. Mais je pense qu'au début, il faut être assez large quand tu commences parce qu'il faut avoir un peu cette connaissance de tout. Et faire une formation te permet de gagner du temps et pas de galérer à apprendre tout seul, donc en présentiel ou en e-learning. Et après, en fait, un peu par appétence, tu vois, préférence, tu vas creuser certains sujets. Ok, merci. Victor, on va se focus sur du coup ta première expérience qui a été assez structurante de ta vie pro. C'est t'as un peu ton virage 360 vers du coup la boulangerie avec ta sœur. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce saut et nous raconter un peu? Ok. Donc pour resituer sur la partie boulangerie, donc effectivement c'est une reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui je peux dire clairement à la caméra que je suis boulanger. C'est arrivé en pleine transition entre BPI France et Lyon. J'avais quitté ma première startup où je m'étais fait virer comme un malpropre pendant mes études. Donc ça m'avait un peu rebuté, tu vois, les expériences en startup. Je retourne dans cette énergie de dingue chez Lyon et le fait d'être au quotidien avec des entrepreneurs qui pouvaient être des intervenants, tu vois, des boîtes aussi chez The Family, ça m'a titillé. Et je chantais une énergie de dingue et j'avais envie de me relancer dans l'entrepreneuriat. C'était paradoxal parce que The Family et Lyon, c'était un peu la boîte de mes rêves à l'époque. Il y avait tout à faire et c'était dur d'avoir cette mécanisme, un peu ce truc d'avoir le cul entre deux chaises et de te dire, ok, est-ce que je continue dans une boîte qui m'excite de ouf ou je me dis, en fait, non, en fait, je suis pas forcément à ma place en tant que salarié, j'ai envie de monter mon truc maintenant. Donc ça, c'est le point de départ. Le deuxième point de départ, c'est je voyais un peu la face cachée des startups. Notamment, c'était l'émergence des SaaS. Je voyais tous les problèmes de RH, la guerre d'acquisition de talents, etc. Et je me suis dit, oula, c'est le bordel, ce truc-là. Et quête de sens, en mode avant Covid, hein, quand même, pour dire que c'était un précurseur par rapport à juste ce qui s'est passé post-Covid. J'en avais marre d'être derrière un ordinateur et c'est paradoxal sur le gros hacking, j'en avais marre d'optimiser des schémas, je sais pas, de passer des heures sur Airtable à faire des bases de données, j'en avais ras le cul. J'en avais ras le cul et entreprendre une boulangerie, je m'étais dit, ok, je vais monter un truc, ça sera pas un SaaS, je vais reprendre la pyramide de Maslow, je vais faire un besoin primaire, donc de la bouffe. Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs céréaliers. Le pain, c'est toujours un truc qui m'a fait vibrer et je me souviens assez jeune, les émissions à la télé, genre M6, tu vois, Enquête exclusive, des trucs comme ça. C'était souvent des mecs, des restaurateurs, des boulangers qui réussissaient à l'étranger. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué et je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Moi, je suis un bidouilleur, je suis un gros hacker, je suis sûr qu'il y a un truc, un peu une frontière digitale, à le voir sur la boulangerie. Et bam, je me suis lancé. Voilà là-dessus. Et donc, reconversion, je cherche une école, je tombe sur une école qui s'appelle, c'est un nom un peu pompeux, mais ça s'appelle l'École internationale de boulangerie. C'est une petite école nichée au fin fond de la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce qui était chouette, c'est que tu apprends à faire du pain en accéléré, donc c'est en 3 mois, donc c'est un format très court. Et il y avait une approche entrepreneuriale aussi, parce que en fait, être boulanger, ça peut faire peur, mais en fait, c'est assez facile. Tu vois, assez rapidement, en 3 semaines, tu sais faire du pain.
C'est juste un métier d'expérience comme beaucoup d'autres métiers. Et ce qui était chouette, c'était toute la partie structuration de projet, entrepreneuriale, etc. Et donc, c'est une boîte que j'ai fait avec ma petite sœur qui s'appelait Shkop, donc SHKOP, boulangerie bio, 100% en levain. Et effectivement, le fait d'avoir un mindset, une première expérience en grosse, a été un moteur sur tout ce projet, que ce soit de la création jusqu'à la fermeture de cette boîte. Ok. Et justement, si tu vois, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, quel choix en termes de growth on fait? Enfin, tu vois, est-ce que tu te dis au début, enfin, c'est des sujets d'acquis. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on structure toute cette pensée grosse que toi, tu as déjà en plus à l'époque au moment de lancer ton business? Mais déjà, c'est un peu le bordel, parce que tu vois, tu es dans le cœur de l'écosystème Lyon. Et on te dit, ouais, les business plans, ça sert à rien. Ouais, faut aller vite, faut tester, faut trouver son product market fit, tu vois. Et en fait, toi, tu dois lancer une boulangerie, tu dois financer ta boulangerie, tu la finances via des systèmes classiques, des banques. Les banques qui trillonnent, je suis en plein Covid quand je finance une boîte. Et les mecs te disent, ah non, mais vous êtes trop innovant, ah, vous n'êtes pas expérimenté, ah, vous êtes trop jeune. Ma sœur, elle a fait, tu vois, des grandes études. Moi, j'ai déjà monté une première boîte. On avait mis pas mal d'argent sur la table et là, tu comprends pas. En fait, il faut refaire des trucs classiques qui sont chiants, genre business plan, etc. Et donc, il faut arriver à jongler entre faire des standards entrepreneuriaux C'est intéressant. et en fait aussi aller vite sur, il faut un peu re-questionner ce qui est établi. Genre, ok, il faut faire un business plan, mais ne passons pas 6 mois à le faire. Allons comprendre juste que ce que le financier il veut, le banquier il veut juste un modèle économique d'affaires. Au pire, tu n'as pas de chat GPT à l'époque, hein, donc tu dois te dire putain comment on fait pour trouver les infos structurées. Tu vas vite et en fait tu te concentres sur d'autres trucs en parallèle. Et par exemple, sur quoi est-ce que vous choisissez, enfin, avec ta sœur, vous choisissez d'aller vite? Est-ce que c'est sur, je sais pas, le positionnement de la marque? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, en fait, là, on peut pas se permettre de tergiverser pour justement, toutes choses égales par ailleurs, répondre à certains standards auxquels on peut pas trop échapper, quoi. Les standards, ils te remontent un peu au fur et à mesure des échanges que tu peux avoir avec les parties prenantes. Comment on a fait pour prioriser? En fait, je pense que c'est vraiment moi, ce que j'ai appris chez Lyon, tu vois, il y avait 3 trucs. C'est donc le mindset, ton état d'esprit pour entreprendre un projet. Et je dis pas forcément entreprendre un projet entrepreneurial, ça peut être intrapreneur. Les méthodologies, donc tu vois, tes process, la théorie et les bons outils. Et en fait, une fois que tu as ça, même si tu as une montagne, tu peux te dire: «OK, je vais structurer tout ça». Donc, je pense qu'on était une des premières boulangeries, tu vas utiliser Notion, par exemple. En gestion de projet, c'est tout con, mais genre, on avait Notion, Trello. En fait, tu te dis, tu poses sur la table tous les trucs. Et c'est la position de je sais pas, c'est pas grave, je vais apprendre, tu vois. Moi, il y a un truc qui me saoule quand j'ai des potes qui savent pas, limite, je leur envoie le truc let me Google that for you, tu vois. Genre, en fait, moi, il y a plein de trucs, je sais pas, genre, merde, j'en sais rien, mais je vais essayer d'apprendre. Tu parles à tes potes, tu vas chercher sur Google. Aujourd'hui, en plus, tu as des outils comme ChatGPT où tu lui poses une question, tu deviens expert, genre une semaine d'un nouveau sujet. Donc, en fait, là-dessus, c'était plus vraiment de l'état d'esprit. Genre, en gros, on sait pas. Moi, je suis pas boulanger, je fais une formation, j'apprends. Faut faire un business plan, on sait pas, on apprend. Et donc, c'est vraiment ce truc-là d'état d'esprit de te dire, tu sais pas, tu apprends et après, en fait, tu arrives à structurer au fur et à mesure ton activité. C'est un peu vague comme réponse, mais c'est juste pour t'apporter Non, si. Ça nous donne quand même des pistes. Puis surtout, moi, ce que je comprends, c'est que, tu vois, l'état d'esprit, il sert un peu, même la façon dont tu appliques ensuite la théorie. Donc, en fait, l'état d'esprit, oui, c'est le premier pilier, mais en fait, c'est ceux qui déterminent aussi, du coup, ton utilisation des outils et la façon dont tu vas, toi, apprendre à, je sais pas, chercher des modèles. Donc, la façon dont tu fais, je sais pas, ton business plan, comment est-ce que tu imagines, je sais pas, les étapes de ta boîte et tout. Donc, non, si, c'est hyper clair. Victor, je l'ai dit un peu en intro, cette mention à l'Élysée. Évidemment, on a besoin de savoir cette année. Alors, l'histoire, elle commence pendant le Covid. On est premier au deuxième confinement, je sais plus, on est en train de rechercher des fonds. Et tu vois, genre comme le mindset de Grosse nous avait marqué, on lance une boulangerie. Donc, la boulangerie, le business model, il est établi. Mais on s'était dit, OK, on veut tester notre offre.
Et donc, je m'étais fait pote avec un boulanger avec qui j'étais allé en stage. Et du Ok. coup, j'ai fait des petites productions de pain. Et en fait, on est allé prospecter en B2B des boîtes. Parce que dans l'idée de ce projet, c'était d'avoir une boulangerie de quartier, mais aussi de la développer via du B2B. On n'existait pas, qu'on était déjà en train de prévendre notre pain. Ok. Euh, et on arrive pendant le confinement, on se fait pote avec une boîte qui faisait de la livraison de paniers de fruits et légumes. Le mec qui kiffe notre pain et tout, donc nous, on fait un peu le truc, il nous dit ouais, j'ai des gens qui sont chauds, et genre jusqu'à en fait presque contractualiser. Et là, on lui dit en fait, mec, on n'a pas de labo, donc ça va attendre un petit peu. Et je sais pas, par opportunité, le gars nous dit ouais, ben moi je livre l'Élysée. On garde Ok. ça dans un coin de notre tête. Et au moment où on rouvre notre boulangerie en septembre 2021, on se dit ok, on veut tester l'offre un peu premium. Donc, aller voir des chefs, on avait un pain qui était de qualité et on s'est dit, nous, quand on a lancé la boîte, on s'est dit, on va tester tous les canaux d'acquisition, tous les Ok. personas potentiels en B2B. Et dans le projet, il y avait un truc qui était important. C'était même si tu vas faire des trucs de merde où tu as besoin d'aller chercher du cash, il faut un truc un peu kiff. Parce que, tu vois, pendant 3 mois, j'ai fait 90 heures semaine, tu as la tête comme ça. Tu as besoin d'avoir des projets un peu qui te font vibrer. Et on s'est Ok. dit, OK, le truc un peu, avoir des paillettes dans les yeux, d'aller bosser avec des chefs, c'est cool. Ouais. Et on s'est dit, vas-y, on va aller voir l'Élysée. Mais genre comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Élysée, en boulangerie, il y a un fournisseur officiel. Ok. C'est celui qui est élu meilleure baguette de Paris. C'est tous les ans et tu as un contrat d'1 an. Mais nous, on s'est dit, on s'en fout. Déjà, on fait pas de baguette dans notre boulangerie. On veut Mhm. juste tester et je sais pas, on verra. En Ok. fait, on arrive à choper le numéro du chef de l'Élysée, qui s'appelle Fabrice Devine. Donc là, t'appelles, tu tombes sur un standard avec la petite Marseillaise et tout. Enfin, c'est genre juste à mourir de rire. Et finalement, on arrive à voir le mec. Donc, c'est vraiment la phrase de on est rentré par la grande porte sans être sponsorisé, tu vois. Genre, vraiment, Hmm. on est rentré comme ça. Et le mec décroche, il dit ok, je vais vous recevoir. Donc, première victoire. On le reçoit, enfin, il nous reçoit. Et là, enfin, c'est un peu dingue. Tu rentres dans les, on va dire, les sous-sols de l'Élysée, tu passes les trucs de sécurité. Et là, le mec te fait visiter les cuisines, il déguste ton pain, il prend son temps, t'es dans le Top Chef, tu vois. Genre, et là, il kiffe. Et il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que nous, on peut pas vous référencer en tant que fournisseur récurrent de l'Élysée. Par Mhm. contre, parfois, j'ai des événements en particulier et enfin, je peux être amené à vouloir un peu changer la gamme. Donc ça commence comme ça. Et, euh, et un jour, enfin quelques semaines plus tard, je suis en train de fermer, véridique, hein, je suis en train de former le laboratoire de boulangerie, etc. À 16 heures, je suis un peu rincé. Et donc là, il m'appelle, il me fait, ouais, Victor, ça va, etc. Bon, j'ai besoin de toi. J'ai la vice-présidente des États-Unis qui arrive dans 2 jours, Kamala Harris. On a besoin de pain sans gluten. Est-ce que tu peux nous le fournir? C'est dans 48 heures. Et là, bah, forcément, tu dis oui. Et donc là, je repars en prod. Bref, c'est un peu les galères. Je te passe les détails. Et en plus, le fun fact qui est marrant, c'est que je suis arrivé, j'ai livré tout seul, du coup, les pains sans gluten 2 jours après. Ok. Je me suis retrouvé tout seul dans les couloirs de l'Élysée, tu vois, dans les cuisines. Et là, ça grouille, tu es avec tous les services de sécurité des États-Unis. Les mecs, ils goûtent ton pain, ils vérifient. Genre, t'es qui, toi? Genre, enfin, c'est assez énorme. Et donc, ouais, ça a perduré comme ça. Et après, ça nous a permis d'ouvrir d'autres portes comme l'Assemblée nationale et le Sénat. On a Ok. été aussi pareil, un peu par la même occasion. On a appelé. Bon, après, là, tu vois, t'arrives, t'es un peu MVP, tu livres l'Élysée, donc c'est plus facile. Mhm. Et donc après, c'était le truc de vas-y, ok, on va faire tous les trucs un peu premium. Il y avait aussi des hôtels de luxe sur Paris. Et ça, c'est le côté excitant du projet où tu vois, tu vis des trucs de ouf et un peu frustrant aussi, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. En fait, en gros, tu avais le truc un peu sécurité de si tu voulais continuer à bosser avec l'Élysée, il fallait un peu fermer ta gueule. Donc moi, j'avais posté des stories le jour où j'étais allé livrer, tu vois, et en fait, après, on m'a dit ah non, non, mais tu dégages ça. Enfin, ouais, c'était assez marrant. Mais tu vois, c'est marrant parce que, enfin, déjà, juste incroyable ces anecdotes, merci de nous les partager. Tu vois, tu disais que vous êtes pas focus sur un persona, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu en quelque sorte imposé à vous. Enfin, Ouais. que en fait, finalement, alors peut-être que c'était une réflexion que vous aviez aussi avec ta petite sœur, mais en fait, vous avez touché des personnages qui sont quand même vachement premium. Et ça, tu vois, comment, Pas enfin, que. ok, ah oui, vous avez fait plusieurs, En ok. fait, l'histoire, elle est assez longue, mais je vais la résumer rapidement. Donc, on se lance pendant le Covid. On trouve un local sur Paris
parc des Buttes-Chaumont, un truc bobo de ouf, angle de rue, pour faire genre une boulangerie brunch, genre c'était le modèle. Finalement, on tombe sur un escroc, un bailleur qui est escroc. C'est un bourbier, une copropriété de merde. Je perds 6 mois de mon temps, je suis au ras des pâquerettes, on perd 80 000 balles, ça finit en procès. Le projet est mis à mal, on se dit: «OK, est-ce qu'on est résilient, on continue ou est-ce qu'on arrête?» On se dit: «Bah non, en fait, on va continuer». 80 000 balles, que c'était notre, enfin, une partie de notre rapport perso. Mhm. Donc là, on recherche des nouveaux locaux. On se retrouve que dans Paris, c'est trop cher pour nous. Donc, on va en périphérie de Paris, à Charenton-le-Pont. On trouve un labo, on se met dedans. Trop bien, pas de travaux, on démarre. Au bout d'un mois d'ouverture, on ferme la boutique. On ferme la boutique parce que, en fait, ça marche pas. Je fais 100 € de chiffre d'affaires jour. Je suis dans un quartier qui est mixte socialement, ça marche pas. Moi, je fais du pain premium au levain. Les gens, ils veulent des baguettes et des croissants surgelés, ce que je fais pas, tu vois. Et des sandwichs que je faisais pas non plus. Et donc là, on se dit, waouh, c'est la grosse merde, et qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, OK, pour survivre, il faut qu'on fasse du cash, il faut qu'on se lance en tant que fournisseur de pain. En fait, on avait 200 mètres carrés de laboratoire, un gros outil de production, des machines de ouf et des process. Et on s'est dit, en fait, notre pain, on peut aussi bien le vendre aux collectivités que à l'Élysée, que chez Leclerc. Et Ouais, c'est pour ok. ça on s'est dit, on va tester tous les canaux possibles d'acquisition. Et en fait, on va tester tous les personas possibles sur qui a besoin du pain. Tu brainstorm, ok, bah, tu fais tout. Et donc, on a tout fait. Hmm. Tu es obligé, en fait, c'est un peu dans cette logique de grosse de c'est quoi mon product market fit? C'est Ouais. quoi mon persona? Et tu peux te tromper. Souvent, on te dit, il faut pivoter, il faut tester vite. Eh ben, en fait, on a fait la même chose. Et ça a été un peu imposé économiquement pour la boîte. Oui. Ce qui nous a sauvés, c'est les applications de course en ligne, donc Cajoo, Flink, Gorillaz, qu'on a adressées. En fait, très rapidement, on a signé Flink et Cajoo. Et là, ta boîte, elle explose. Enfin, je passe on va dire, à me tourner les pouces dans mon labo, à structurer, à embaucher. On était 12 personnes, tu vois, à la fin. Là, toi, tu te dis, putain, c'est dingue, on va scaler la boulangerie, on va être dans toute la France et toute l'Europe. Et on a réussi à contractualiser avec ces boîtes-là parce on parlait le même langage. C'était des startups, nous on venait de cet univers-là. Oui. Il y avait un fort branding aussi dans notre marque. On était beaucoup sur Instagram, ça leur faisait plaisir. Et c'était des boulangeries, enfin, c'était les applications de course en ligne, elles bossaient avec des boulangeries dans chaque quartier. Et toi, tu arrives, non, non, moi, je peux automatiser le truc, je peux te livrer tout Paris, tu as un produit standard, on peut travailler sur des marges avec nous, on peut faire du branding ensemble, etc. Donc, tu les signes tous. Et ça, c'était ma vache à lait. Et ensuite, j'ai un peu exploré tous les trucs, tu vois. J'ai été chez Monoprix, dans des Biocoop, du coup, à l'Élysée. J'ai fait même des trucs genre horribles, tu vois. Moi, il y avait une approche éthique aussi sur le projet. On était tout au levain, bio, etc. On sourçait les matières premières. Je me suis retrouvé avec ma petite sœur à faire des dégustations dans un Leclerc à Bonneuil, genre avec, enfin, je vais être un peu cru, mais avec des gens, c'est un peu des bœufs. Et je suis dans un rayon de boulangerie, limite, c'est du surgelé. En face de moi, j'ai 4 baguettes achetées, 10 offertes, enfin, je sais pas quoi. Et toi, tu fais déguster du pain à 6 balles. Et là, tu te dis, wow, putain, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Mais toujours dans cette idée de, en fait, faut tester et tu sais pas et tu t'améliores et tu apprends plein de trucs comme ça. Ouais. Trop bien. Il y a deux trucs qui sont hyper marquants là dans ce que tu viens de partager. C'est que tu as dit on allait chercher des clients alors qu'on n'existait pas. Et ça, en vrai, je trouve ça hyper inspirant aussi. Peut-être pour vous qui nous écoutez ou vous dites qu'en fait, il faut attendre d'avoir lancé le produit un peu parfait et tout avant de le présenter à des potentiels clients-clientes. En fait, vous voyez du coup par la preuve que pas forcément. Et aussi ce truc de projet kiffant que j'avais jamais entendu moi, et c'est vrai, je trouve ça hyper vrai, et effectivement ça doit être assez stimulant de te dire que quand bien même c'est un peu la folie des débuts et tout, tu te focuses sur un truc qui te fait vraiment plaisir, c'est bien. Il y a le côté éthique. Pourquoi est-ce que je me suis noté ça? Oui, et en plus qui recoupe avec une question de Yacine qui a été posée sur le chat. Yes. Victor, en plus, c'est un peu un des premiers trucs que tu as dit quand tu t'es présenté, cette notion d'impact. Là, le business que tu as lancé dans la boulangerie, il y avait quand même aussi beaucoup de réflexions autour de ça. Est-ce que dans ta façon de faire du gros, il y a aussi des réflexions là-dessus? Ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on peut intégrer comme réflexion éthique dans le gros? Je vais être cash, la plupart des métiers qu'on fait, et je pense que les gens qui sont là, on sauve pas des vies.
Moi, ça m'avait marqué quand j'ai fait ma reconversion, tu vois, de faire un SaaS sur un besoin hyper spécifique, faut répondre à une problématique, à un pain point et tout. En vrai, genre, flemme, genre, tu vois, parfois on se prend la tête sur des trucs de merde et ça a pas d'impact. Et quand tu fais du pain, tu as un premier retour genre de ouf. Déjà, tu nourris les gens ils kiffent ton produit. Et ça m'a marqué. Mhm. Euh, et aujourd'hui, donc, il y a une approche, tu vois, je suis pas du tout un écolo radical, etc. Mais j'ai une approche éthique dans les projets que j'entreprends ou que j'accompagne. Et pour moi, c'est important, tu vois, qu'on soit aligné en termes de vision, de valeur, d'impact. Et l'impact, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être économique, social, environnemental. Et ça, c'est fort. En gros, il y a une sorte de sens dans l'activité. Ouais. Sinon, enfin, ça m'intéresse pas et je trouve que, enfin, tu vois, c'est du bullshit job et bullshit entreprise, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que les dimensions éthiques, et peut-être Yacine, c'était sur ce terrain-là que tu voulais Ouais. aller, mais tu vois, est-ce qu'on peut imaginer je sais pas, par exemple, il y a certains canaux d'acquisition que tu veux pas faire justement parce que tu as cette conscience-là. Enfin, tu vois, en termes de façon de faire du gros, est-ce qu'il y a un impact où tu réfléchis à des trucs pour faire différemment ou pas? Bah, faire différemment, je pense, c'est l'art Ouais, c'est vrai. du gros Mais tu vois, marketeur, avec tu vois. ces considérations-là, sociales ou environnementales. Du coup, j'ai pas très bien saisi ta question ou là où tu voulais aller. Ouais, bah en gros, c'est plutôt de se dire comment dans ta façon de faire du gros, Hmm. il y a ces réflexions éthiques. Est-ce que c'est en te disant que, je sais pas, par exemple, tu fais pas de scrapping, j'en sais rien, mais enfin, tu vois, est-ce qu'il y a Non, alors ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Genre là, j'étais j'ai une activité où j'accompagne du coup des boulangers sur un parti infopreneur, donc formation en ligne et consulting en direct. Je suis allé, pour te dire du truc un peu fake it until you make it. Il y avait un salon qui s'appelait Europe 1 là, qui a eu lieu il y a quelques semaines euh, sur la boulangerie. Alors, deux choses que je retiens de ce salon. La première, c'est qu'en fait, je suis allé pitcher mon offre de formation alors qu'elle n'existe pas à des parties prenantes. Je me suis dit, plutôt que de moi, en fait, me faire chier à construire une audience, à faire des pubs, je vais trouver des prescripteurs, des meuniers qui sont bourrés de fric, qui vont payer en fait un catalogue de formation et qui vont le vendre à ma place. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et deuxième chose, sur la partie éthique, tu vois, je pourrais te dire que c'est pas éthique, mais en fait, t'es un bidouilleur quand t'es gros hacker. Il y avait tu pouvais accéder en fait via une application à la liste de tous les participants qu'il y a eu sur l'événement. Ok. En fait, cette application, si tu bidouilles un peu, il y a aussi une web app. Et après, en fait, tu peux automatiser, scraper. Et là, j'ai chopé 35 000 participants, tu vois, enfin, Ok, je vois. et toutes les données. Mais ça, après, j'en fais quoi? Je sais pas encore. Mais tu vois, j'ai cette donnée. Je peux faire des audiences sur Google, enfin sur Meta. Donc ouais, forcément, c'est pas hyper éthique ça. Tu vois, je suis le premier à faire gaffe à mes données, etc. Mais donc faut l'utiliser. C'est juste qu'est-ce que tu en Hmm. fais derrière. Tu vois, cette base de Oui, données, je oui. vais pas la vendre. Je vais l'utiliser pour moi. Ça se trouve, je vais pas l'utiliser. C'est aussi pour comprendre un peu mes personas. Donc, tu as une frontière un peu grise, tu vois, sur la partie éthique. Et tu sais, Victor, tu disais que le mindset grosse, il a été présent, bah, en fait, dès le début, dès la Mm. réflexion du projet entrepreneurial, dans sa construction, sa structure, etc. Mais aussi dans sa fermeture, entre guillemets. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire, bah, justement, enfin, tu vois, quels sont un peu les ponts que tu fais, toi, entre enfin, la fermeture de ton activité de boulangerie et le mindset entrepreneurial? Et surtout, comment est-ce qu'on rebondit, deux questions. Et comment est-ce qu'on rebondit d'un truc comme ça? Est-ce qu'on est Ouais. deg complètement du fait de prendre des risques? Enfin, dis-nous un peu comment tu étais à ce moment-là. Euh, alors, je vais essayer d'être concis. Donc, pour remettre un tout petit peu de contexte, on ferme la boîte, bah, pas par choix. Euh, il y a la guerre en Ukraine qui arrive. Les investisseurs de nos plus gros clients, donc en l'occurrence les applications de course en ligne, Cajoo, Flink, etc., guerre en Ukraine arrive, arrête de faire tourner la planche à billets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des pubs dans les métros partout, ils faisaient de l'acquisition, il y avait des codes peu promo à tout va. Donc ils se Ouais. disent, on arrête de faire ça, on va travailler sur les marges et on va dégager tout ce qui est artisan, petite marque, produits périssables. Toi, en tant qu'artisan boulanger, tu coches toutes les cases. Donc en l'espace de 10 jours, je perds mes 3 plus gros clients et je fais moins 80% de chiffre d'affaires. J'ai 12 personnes, j'ai 60 000 balles de charges fixes par mois, c'est la grosse merde. Mhm. Donc là, panique à bord. Je me souviens d'un podcast du mec, j'ai oublié son prénom, qui a monté, c'est Ty Chris, qui a monté On-Off.
Et il expliquait que, en gros, lui, quand il a monté un off, tous les mois, il burnait 300K pour des devs, et qu'il devait tout le temps aller chercher, tu vois, des investisseurs. Pourquoi j'en viens à là? C'est que, en fait, quand tu as le feu dans ta boîte, tu pourrais te dire, oula, panique, on arrête. Et en fait, on a pris un peu de recul. On a vu qu'on avait une bonne trésor dans cette boîte qui était liée aussi à de la gestion et aussi un mindset grosse parce que tu utilises des outils, etc. Et on s'est dit, OK, c'est pour te diriger vers la porte de sortie, on va tout faire pour ne pas avoir de regrets si on doit fermer cette boîte. D'accord. Et donc là, on a continué à creuser d'autres canaux, etc. Et ce qui aurait pu permettre la survie de cette boîte, c'était d'avoir des points de vente, genre des 10-15 mètres carrés dans Paris, qu'on livrait pour vendre en direct nos produits. Mais retail compliqué, etc., hausse des matières premières, de l'énergie. Donc, on a décidé d'arrêter. Et dans ce mindset de grosse, tu vois, tu te dis d'arrêter, mais en fait, tu vas pas arrêter de n'importe quelle manière. Et donc, là-dessus, on a essayé de vendre la boîte. Histoire vraie, on a trouvé un acquéreur. Le jour de la signature, le mec se pointe pas. Il s'est clashé avec son associé. Et donc, finalement, on liquide la société. Alors forcément, c'est dur parce que c'est ton bébé, etc. Mais on liquide la société dans une période aussi où c'est l'été. Donc la chance qu'on peut avoir, c'est qu'on est avec nos proches, notre famille. Et donc, tu reprends un peu de l'énergie. Et puis, il faut accepter d'avoir pas réussi à perdurer à cette boîte. Et tu rebondis. Et en fait, dans la foulée, je me suis lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc, tu vois, j'ai pas eu le temps de trop me poser. Ok, hyper intéressant. Je vous l'ai mis sur le chat, mais si vous voulez poser, parce que là, du coup, je vois qu'il est déjà 13, mais j'ai encore quelques questions que moi, je voudrais poser à Victor. Si vous voulez, vous aussi, emmener Victor sur peut-être des terrains qu'il a commencé un peu à explorer ou d'autres, n'hésitez pas. Moi, Victor, je voulais revenir sur, donc, quand on s'est parlé, qu'on imaginait un peu ce webinar, tu m'as dit un truc que j'ai trouvé assez fort, c'est que toi, tu aimais bien structurer le chaos. Et en vrai, du coup, on a eu un aperçu de cette expérience d'aventure entrepreneuriale. Mais est-ce que c'est encore ce que tu recherches maintenant ou tu dirais qu'il y a autre chose maintenant qui est important pour toi? Enfin, dis-nous un peu. Donne là maintenant ta vision sur ça. Non, je continue à le chercher. Et en fait, aujourd'hui, j'essaye de me vendre sur ça, tu vois, justement, sur structurer dans le chaos. Pour donner un peu de contexte, j'adore les projets en amorçage. Les projets en amorçage, ça ne veut pas forcément dire une boîte qui démarre. Ça peut être aussi un projet dans une structure, que ce soit une startup ou un corporate, où il faut tout, tu vois, initier. Ou sinon, il y a déjà une partie qui est lancée, mais il faut encore structurer. Et ça, je trouve ça trop chouette parce que, en fait, il y a tout à faire, il y a tout à mettre en place, il y a tout à tester. Et au fur et à mesure de tes expériences, tu reviens un peu toi aussi avec ta propre boîte à outils. Tu sais qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Donc déjà, tu peux les appliquer en mode quick win. Tu vois, tu te dis, OK, si on met ça, peut-être que ça peut fonctionner. Donc, tu as confiance en toi et tu te dis, OK, ça, on peut y arriver. Et c'est aussi d'être toujours, en fait, un peu un ogre d'apprentissage et tu vois, de tester des nouvelles choses. Et ça, c'est hyper stimulant et c'est un truc qui me fait kiffer. C'est vraiment d'être les mains dans le cambouis et d'être toujours en train d'essayer des nouvelles choses. Et justement, tu m'avais dit aussi ce truc sur quand tu apprends, tu fais un peu la moitié du chemin. Est-ce que toi, l'apprentissage, tu le retrouves exclusivement en te cassant, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais pas en te cassant les dents, mais tu vois, en tentant des choses, en osant, en faisant preuve quand même de vachement d'audace et tout. Donc, par l'expérience, où toi, tu aussi, je sais pas, entretiens un réseau avec d'autres personnes qui aussi évoluent en grosse. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu aussi es inspiré dans ta vie et continues d'apprendre autrement que par l'expérience? En fait, aujourd'hui, c'est vrai, enfin, je continue d'apprendre par expérience, mais c'est long, chronophage et douloureux d'apprendre tout seul. Je pense que c'est bien de le faire aujourd'hui, enfin de le faire au début. Ça va aussi peut-être avec l'âge. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 31 ans, il y a des trucs, tu vois, scraper des sites et tout, ça me saoule. Je le fais vraiment à titre perso, comme je te l'ai dit lors d'un événement en boulangerie. Donc aujourd'hui, je me forme beaucoup en ligne. Donc soit via du contenu gratuit que tu peux trouver sur YouTube, des podcasts, etc. Et sinon, beaucoup de formations e-learning payantes. Et ça, je le finance via des missions en freelance que je fais, tu vois. Je dégage pas mal de chiffre d'affaires et il y a une partie de ce chiffre d'affaires que je réinjecte dans des formations. Et en fait,
je vais chercher des formations qui vont répondre à un besoin assez spécifique sur des formats, tu vois, de 2-3 heures maximum. Et en fait, ça te fait gagner un temps de dingue. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai dépensé quelques milliers d'euros dans des formations. Et c'est trop cool, tu vois. Tu apprends plein de trucs. Je me suis fait un système sur Notion où je structure bien tout. Et ouais, ça fait gagner un temps de dingue. Ouais, oui, oula, pardon. Parce que tu as identifié le besoin, ou en tout cas, vraiment le sujet sur lequel du coup tu veux monter en compétence. Ok, c'est très clair. Ouais. Alors attends, je me sélectionne 3 questions que j'aimerais bien encore te poser. Oui, Victor, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais aimé savoir au début de ta vie professionnelle et que tu veux nous partager aujourd'hui? Alors attends, moi je m'étais noté un truc, je vais essayer de te le retrouver. Tac. C'est une question qui est hyper forte et j'avoue que tu vois, j'ai pas la prétention d'y répondre. Je pense que... Attends, je m'étais noté... Ah si, il y avait un truc qui était fort, je sais pas pourquoi ça m'est venu, c'était de dire ne pas penser qu'à l'argent. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais avoir un discours un peu bateau, tu vois, mais avec les réseaux sociaux, Insta et TikTok, tu as tous ces influenceurs, tu as l'impression que tu peux gagner du fric rapidement, facilement, ce qui est vrai, tu vois. Demain, tu t'ouvres un compte OnlyFans, tu vas gagner des milliers d'euros, tu vois, en montrant, je sais pas, tes seins. Moi, j'ai un petit cousin, tu vois, qui joue aux jeux vidéo, il a 16 ans, il gagne entre 600 et 1000 balles par mois d'ads sur TikTok, tu vois, ça me paraît dingue. Genre, moi, je gagnais pas ça, tu vois, j'ai dû attendre 24 ans, de faire 30 heures de vidéo pour gagner 500 balles, tu vois. Donc, je trouve que ce qui était bien à l'époque, je ne veux pas parler en mode ancien, c'était juste de vraiment te dire, genre, je vais faire plein de trucs, mais il ne faut pas que ça soit forcément pécunier, que ça soit, tu vois, monétaire. Et donc, ça, j'aurais aimé bien aimer le savoir quand j'ai commencé ma carrière. Ouais, je me dis ça pour en fait la nouvelle génération. Et après, sinon, c'est vraiment de te dire que en fait tout arrive avec le temps. Je m'en souviens que j'étais assez frustré une partie de genre je sais pas, je devais avoir 25 ans. J'ai l'impression d'être un mec de ouf, tu vois, genre de savoir plein de trucs et de pas être perçu à ma juste valeur. Et en fait, j'étais dans l'attente de qu'on vienne à moi. Et j'avais tout faux parce qu'il faut montrer ton travail, il faut être dans cette position d'apprenant. Et ça vient pas à toi comme ça, tu vois. La chance, il faut la provoquer. Et je suis un peu dans cet état d'esprit de sportif de haut niveau où, tu vois, en fait, c'est le travail qui va payer et qui va t'amener là où tu vas aller. Donc, en fait, c'est d'y croire et, tu vois, de se détacher de tout ça et de revenir sur ce côté éthique en mode, ça va, tu sauves pas des vies, genre, kiffe ta vie. Tu veux gagner 10 000 balles par mois, ok, mais en fait, déjà 2 000 balles par mois, 3 000, tu vas être heureux. Genre, vois tes potes, ta famille, fais des trucs et laisse le temps, tu vois, pour grandir. T'es jeune, voilà. Ce que je dirais. C'est hyper fort et j'imaginais pas trop que ce moment aussi allait prendre une dimension vachement comme ça, mais j'aimerais bien rebondir sur ton truc de en fait, pas penser seulement à l'argent. Et tu vois, nous, on a titré le titre de cet event, c'est comment faire décoller ton business. Et en fait, je trouve que derrière tout ça, et finalement aussi tout ce qu'on a décortiqué sur l'état d'esprit grosse, c'est aussi un peu comment toi te faire décoller en tant que personne, je trouve, qui vit, tu vois, dans le monde pro. Et du coup, je trouve ça assez fort parce que du coup, ça invite aussi à avoir des réflexions un peu en termes de développement. Et tu vois, bon, moi, par exemple, c'est aussi des sujets auxquels je pense vachement, d'impact, de se sentir aligné et tout. Mais du coup, je sais pas, je trouve que c'est hyper intéressant. Pour te compléter très rapidement là-dessus, tu vois, donc je suis sorti de la boulangerie et tu liquides ta boulangerie, t'es la tête comme ça. Je me relance tout de suite dans une aventure qui s'appelle Varec, où je fais des fringues de l'e-commerce. J'ai jamais fait d'e-commerce. Les fringues, je me suis toujours refusé de me dire je vais dans ce business-là. Bon, écologiquement, éthiquement parlant, pourquoi pas, mais c'est surtout genre c'est hyper concurrentiel, c'est ultra dur. Et en fait, ce qui m'a fait aller dans cette aventure, c'est un peu banal, mais c'est l'aventure humaine. Je monte une boîte avec 2 amis d'enfance et je vis des aventures de ouf, tu vois. Genre, je suis allé en Norvège l'été dernier. On a fait un shooting, du coup, photo, vidéo pour notre marque. On a remonté une rivière au-dessus du cercle polaire. On allait pêcher le saumon. Après, on allait pêcher en pleine mer. Tu vois des baleines et tout. Enfin, c'est des trucs que j'aurais jamais fait personnellement, genre à titre perso, moi, Victor. Et si tu pensais seulement à l'argent. Oui, voilà. Et en fait, et encore aujourd'hui, j'ai des doutes, tu vois, sur ce projet.
mais il est en train de fonctionner. C'est ça qui est dingue, tu vois. Genre, on Oui. vend quand même des affiches. Et moi, je me suis dit, mais putain, jamais on gagnera du fric avec des affiches. On a fait 100 000 balles quasiment en un an en vendant des bouts de papier, tu vois. Enfin, je vais être un peu cash, tu vois. Je me dis, mais ouais, c'est dingue. Et donc, on gagne de l'argent, mais c'est pas ça c'est pas cet unique truc, tu vois. J'ai l'impression d'apprendre plein de trucs parce que c'est ma première expérience en e-commerce. Je dois faire des ads. Tu vois, toujours, si tu reprends ce T-shape modèle, il y a des trucs que je maîtrisais pas. Les ads, hop, boum, je commence à faire des ads. Storytelling, je l'affine. Et donc, je suis en mode, OK, ce projet, je vais pas forcément gagner de l'argent, mais j'apprends des trucs. Et puis, l'aventure humaine est dingue. Mais ça, c'est la maturité, hein, c'est ce que tu vis, etc. J'ai pas été comme ça dès le début, hein. Je pense que j'étais très prétentieux avant et aujourd'hui, il y a des trucs qui m'ont marqué, des histoires de vie. C'est du tout à chacun, tu vois. Et je suis pas du tout un donneur de leçons là-dessus, hein. Non, mais après, c'est aussi à ça que je trouve sert, tu vois, ce genre de webinaire où, en vrai, tous les formats que vous pouvez écouter ou regarder ou lire, mais c'est aussi à se dire, en fait, que tu peux être aussi inspiré par le parcours des autres. Et en fait, je me dis, avant ma dernière question, je me dis qu'on aurait dû penser cette interview, tu sais, par épisode, parce que en vrai, je me rends compte qu'il y avait encore plein de questions que j'aurais aimé te poser. On va faire un deuxième. Mais c'était hyper intéressant. Juste, moi, la dernière question, elle, tu vois, elle permet un peu de recouper avec cette notion grosse et entrepreneur. C'est sur toi, comment est-ce que tu définis l'art de la débrouille? L'art de la débrouille, bah, ça revient un peu avec cet état d'esprit de dire, OK, il y a un sujet que je ne sais pas, il faut pas avoir peur. Et de le prendre vraiment, de rentrer dans l'art et te dire, OK, je vais apprendre. Et tu décomposes le truc. Et se débrouiller, c'est en fait finalement savoir l'état d'esprit et les bons outils. Les bons outils, tu les as au fur et à mesure que tu grandis, que tu as des expériences, tu vois, tu sais qu'il y a des trucs qui marchent bien. Et l'état d'esprit, tu le travailles. Et se débrouiller, c'est te dire, en fait, je suis le seul responsable de ce qui m'arrive. Je dois pas attendre que les autres me donnent un truc, je sais pas, tu vois. Tu es vraiment le seul responsable, que ce soit dans ta vie perso et pro. Et donc, du coup, tu dois te démerder. Et c'est relié à aussi, je pense, l'art de la débrouille, à un autre truc, c'est d'ailleurs un bouquin qui est pas mal, qui est l'art subtil de s'en foutre. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment s'en foutre, tu vois, du regard des autres, de faire des erreurs, etc. Se débrouiller. Et souvent, enfin, ça crée des chocs à pic, tu vois, ça fait des trucs sympas. Et c'est dans ce travail de quête de confiance aussi en soi, tu vois. La confiance, elle se gagne, elle se perd. Et en se débrouillant, tu la gagnes. Trop bien. Et bah, Emmanuel, merci d'avoir rebondi Voilà. sur ce que Victor a dit. Je suis désolée, on a un tout petit peu dépassé. Mais si, comme Nathan, vous voulez un épisode 2 de ce webinaire, vous nous direz en réponse au petit mail qu'on va vous envoyer d'ici, je dirais, 24 heures. En tout cas, demain, vous aurez pour sûr un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. Victor, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et de nous avoir tout partagé. Ouais, c'était vraiment très chouette. Je partage les commentaires là qui sont envoyés sur le chat. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous dis à très très vite, en tout cas dans votre boîte mail et peut-être pour un prochain Lion Lunch sur LinkedIn, Emmanuel, exactement aussi. À très vite. Au revoir tout le monde. À bientôt.